Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui a beaucoup compté dans mon chemin de vie, puisque c'est une personne dont j'ai découvert le premier livre. Je vais pas dire par hasard, parce que tu sais que moi, le hasard pour moi n'existe pas, mais j'ai eu son livre entre les mains, son premier livre qui s'appelle J'arrête de râler. Et en tant que râleur professionnel à l'époque, j'ai pas pu faire autrement que de lire ce livre et aussi amoureux des bracelets, de faire l'exercice de les passer à chaque fois que je râlais d'un bras à l'autre. Je crois que j'en ai cassé quelques-uns d'ailleurs. Si tu connais pas Christine Levicky, j'ai la chance de la recevoir aujourd'hui. On va parler notamment de son cinquième livre. On se retrouve juste après le générique. Christine, bienvenue dans cette vidéo YouTube consacrée à ton histoire, mais surtout à ton cinquième livre. Merci Axel de me recevoir. C'est mon première interview. C'est vrai? Sur ce Oui, sur ce livre-là? livre. Oui, Ah, génial. exactement. Bah, écoute, je suis très honoré parce que comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, quand je t'ai contacté, bah, pour moi, tu as fait partie de mon chemin de vie comme d'autres personnes, sans même le savoir, hein. Quand on écrit des livres, on ne le sait pas forcément. Mais quand je suis tombé sur ce livre, j'arrête de râler en tant que, je vais pas dire bon français, je vais assumer, hein, en tant que bon râleur professionnel, j'ai tout fait et ça m'a vraiment fait percuter beaucoup de choses. Donc on peut dire que ça a été un déclencheur d'un départ pour moi, parce que comme j'ai l'habitude de dire, j'ai pas toujours été le gars positif que les gens voient. Mais écoute, donc je tiens devant tout le monde à te remercier aujourd'hui d'avoir un jour eu l'idée d'écrire ce livre. Je crois que pour toi, c'est ton premier livre, premier best-seller aussi. Je crois qu'il s'est décliné dans d'autres versions. Voilà, c'est mon tout premier livre qui, en effet, est devenu à ma grande surprise. Moi, jamais écrit de livre avant. Je ne pensais pas que j'étais capable d'écrire des livres. Et ça a été mon tout premier livre qui est devenu un grand best-seller avec 400 000 exemplaires vendus, traduit en 18 langues, et qui donc a été décliné ensuite avec J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint, parce qu'on râle souvent le plus sur les personnes qu'on aime le plus au monde. Et ensuite, J'arrête de râler au boulot, parce que malgré le fait qu'on râle le plus sur les gens qu'on aime le plus au monde, on passe souvent plus de temps avec nos collègues de boulot qu'avec les gens qu'on aime le plus au monde. Donc J'arrête de râler au boulot. Et ensuite, j'ai écrit J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, qui s'appelait initialement Wake Up, mais qu'on a retitré J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie. Et là, mon tout dernier livre, Femme fière, libre et puissante. Je voudrais clarifier quelque chose par rapport à J'arrête de râler, parce qu'il y a souvent quelque chose qui est mal entendu. Les personnes qui ne connaissent, qui n'ont pas lu ce livre, peuvent penser que J'arrête de râler, ça veut dire qu'il faut mettre des lunettes roses et faire la positive attitude, la méthode Coué, tout va bien, tout va bien, tout va bien, alors qu'en fait, tout va mal, tout va mal, tout va mal, tout va mal. Mhm. Et je crois que la raison pour laquelle J'arrête de râler a changé autant de vies, c'est que quand on lit le livre, on comprend que l'objectif, c'est pas de mettre des lunettes roses et de prétendre que tout va bien. L'objectif, c'est de se créer une vie qui nous fait moins râler. Mhm. Et du coup, d'avoir moins de raisons de râler dans sa vie et de changer. Il y a cette phrase de Maya Angelou qui disait, si tu n'aimes pas quelque chose, change-le. Si tu ne peux pas le changer, change ton attitude. Et ça résume exactement la philosophie de J'arrête de râler. Voilà. Merci pour la précision. Alors moi, ton livre, ton cinquième livre, rien que le titre, ouah, il est percutant ce titre. Femme fière, libre et puissante. J'ai l'impression que tu parles de mon épouse en toute sincérité. C'est extrêmement, je trouve que c'est c'est chouette par rapport à la gente féminine. Je trouve ça absolument extraordinaire comme titre. Mais est-ce qu'on peut dire que ce livre-là, c'est ton livre le plus intime que tu sors? Oui, disons que c'est un livre, c'est celui que j'ai peut-être eu le plus de mal à écrire, bon, pour différentes raisons. Un des éléments, c'était peut-être l'intimité. C'est un sujet qui parle, c'est un livre qui parle de sujets tabous. C'est un livre qui parle déjà de la femme. Et bon, il y a beaucoup de livres aujourd'hui qui parlent sur les femmes, mais les femmes, on a tellement d'injonctions, on parle tellement de nous sur comment on devrait vivre, comment on est censé vivre, comment on est censé être ou quoi que ce soit, que j'ai trouvé ça délicat, parce que je voulais surtout pas que mon livre soit un nouveau livre d'injonction, en fait. Et dans mon livre, je parle du rapport au corps, je parle du rapport à la sexualité, je parle du rapport de la femme avec sa propre vie, en fait. Mhm. Et j'invite les femmes à se remettre au cœur de leur vie, à revenir à elles, à être à l'écoute, à se célébrer, à- à activer toutes leurs dimensions. Donc, c'est un livre qui vient parler de l'intimité de la femme. Donc, forcément, comme dans tous mes livres, je parle beaucoup de moi, bah, du coup, ça parle de mon intimité, mais surtout d'un point de vue universel, ça parle de sujets intimes pour les femmes.
Et c'était pas toujours évident d'écrire parce que je voulais vraiment que ce soit juste ce que je disais. Et en fait, c'était presque impossible d'être juste parce que chaque femme a une relation tellement unique avec elle-même et une histoire tellement unique avec malheureusement parfois des blessures très profondes. Que voilà, c'était délicat pour moi d'essayer de trouver les mots justes quand j'écrivais ce livre. Et dans ton livre, tu parles d'une profonde réconciliation avec ton corps et même avec ta sexualité. Est-ce que tu peux nous raconter un moment clé où cette réconciliation est devenue inévitable? Oui. Alors, bon, moi, alors, je vais essayer de faire la version un petit peu courte, mais je suis une femme qui a grandi avec cette détermination à prendre ma place dans la société et on m'a aussi pas mal donné, quand je suis arrivée sur le monde du travail, je suis devenue une jeune femme adulte, on m'a dit, ah, tu peux tout avoir, ça y est, maintenant les femmes, les mouvements féministes avaient fait du bon boulot, hein, donc on m'a dit, ça y est, tu peux tout avoir, maintenant tu peux faire des études. Et du coup, comme tu fais des études, tu peux gravir les échelons, tu peux monter jusqu'en haut, parce que il n'y a pas de limite en fait. Et tu peux tout avoir. Tu peux avoir la carrière, le titre professionnel, et le mari et les enfants. Et donc, voilà, c'était vraiment l'injonction que j'avais souvent. C'est important de réaliser que nos mamans, enfin moi, ma maman et mes grands-mères, déjà mes grands-mères n'ont pas fait d'études. Ma maman a fait des études, mais elle a fait des études jusqu'à un bac plus 2. Et puis Mhm. après, elle s'est arrêtée. Et pourquoi est-ce que les femmes faisaient pas beaucoup d'études? Parce qu'il n'y avait pas la contraception. Donc très rapidement, elle se retrouvait enceinte et elle se retrouvait du coup à devoir arrêter les études, arrêter tout ça. Donc moi, ma génération, il y avait la contraception, il y avait la possibilité de faire 5 ans d'études ou même plus. Et donc, il y avait la possibilité de tout avoir. Et donc, j'ai démarré ma vie de femme avec cette idée, je peux tout avoir. Et j'y suis allée un peu en mode Wonder Woman. Et sauf qu'avec le tu peux tout avoir, il y a aussi un peu l'injonction de faut que tu assures sur tous les fronts. Tu peux Mhm. avoir la carrière, le couple et la famille, mais du coup, maintenant, ça devient aussi une injonction, une responsabilité. Maintenant, il faut assurer sur tous les fronts. Et donc, j'ai démarré ma vie d'adulte en me disant, voilà, il faut que je fasse des bons choix, faut que je trouve le bon job, faut que Enfin, il y avait beaucoup de responsabilités en fait à essayer de gérer sur tous les fronts. Et comme beaucoup de femmes, je me suis retrouvée à vivre ma vie dans ma tête, en fait, avec une charge mentale énorme, à devoir penser à les enfants, la maison, le boulot, le frigo, les factures, penser à beaucoup, beaucoup de choses en même temps, et pour le Mhm. travail, et pour mon foyer, et pour mes enfants et tout ça. Et donc, je me suis retrouvée à vivre dans ma tête. Et ça, je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte de à quel point je vivais ma vie dans ma tête. Et il faut aussi dire que quand je pensais à mon corps, donc en fait, je vivais dans ma tête et j'avais l'impression que tout ce qui était en dessous de ma tête, ben, en fait, c'était un peu une contrainte. Voilà, ce qu'il fallait, Mhm. c'était faire des bons choix, c'était être intelligente, c'était bien penser, bien parler, voilà, tout ce qui se passe là. Et que ce qui était en dessous, ben, c'était un peu cette contrainte parce que le corps de la femme, ben, il y a tellement d'injonctions sur soit mince, soit jolie, soit souriante, soit féminine, soit pas sexy. Attention, enfin, c'est soit élégante, tu pourrais faire un effort, mais n'en fais pas trop. C'est vraiment ça c'est typique. Tu pourrais faire un effort, mais n'en fais pas trop. Et donc, c'est quand j'envisageais de parler de mon corps euh, ou d'être en relation avec mon corps, bah, c'était un peu compliqué, parce qu'il y a toujours cette impression d'être trop ou pas assez. Quoi qu'il arrive, je suis trop ou pas assez. Donc, Mhm. mon corps, c'était plutôt cet espace que je cherchais, enfin, cette dimension de moi que je cherchais soit à juger. Parce qu'elle était trop passée, soit à contrôler pour essayer d'être moins ou assez ou à la hauteur, donc les régimes, les machins, brûler des calories, tout ça. Soit c'était une partie de moi que j'abusais en n'écoutant pas mon corps et en essayant de faire toute la journée sans jamais me poser. Hein. Combien de femmes disent je me pose jamais dans le canapé, j'ai un canapé, je suis jamais dedans, sauf quand il y a des invités. Et, Mhm. euh, et donc voilà, j'étais un peu dans cette démarche-là. Et un jour, quand j'ai arrêté de râler, en fait, la petite histoire a commencé là. Quand j'ai décidé d'arrêter de râler, j'ai vite réalisé que ça allait être compliqué pour moi d'arrêter de râler si continue à me mettre en dernier dans ma vie, en fait. Si je continue à faire passer tout le monde avant moi, mon travail, mes clients, mes enfants, ma maison, mon machin, bah, au final, je suis à sec. Et donc, quand je suis à sec, bah, c'est très, très dur de pas râler. C'est presque impossible de pas Mhm. râler quand on est à sec parce qu'on est à vif et tout nous agace. La paire de chaussettes qui traîne par terre devient une atteinte à notre identité parce qu'en fait, on a tellement donné aux autres qu'on est vidé et du coup, la moindre chose devient une affaire d'État parce que on se dit, mais on ne me respecte pas, c'est infernal et tout ça. Et donc, moi, dans mon chemin d'arrêter de râler, je me suis dit, OK, pour réussir à arrêter de râler, il va falloir que j'apprenne à me mettre en premier. Et ça, d'ailleurs, c'est la première révélation de mon livre Femme fière, libre et puissante. Dans ce livre, je partage 4 révélations pour ne pas être domestiquée par les dictats de la société.
Et la première révélation, c'est arrête de te sacrifier et accorde-toi la permission de te faire passer en premier. Quand ça, c'est la première révélation. Et donc, en faisant ça, j'ai commencé à aller à mes cours de danse. Et j'allais à mes cours de danse le dimanche matin. Et du coup, Mhm. j'acceptais de ne pas être avec la famille et de dire, bah, OK, c'est dimanche matin. Normalement, le dimanche, c'est le jour de la famille. Mais moi, c'est le jour où il y a mon cours de danse. Et donc, je vais laisser ma famille prendre le petit déjeuner sans moi, ce qui était quand même un truc précieux. Le dimanche, on a le temps, on est serein et tout. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que je m'offre à moi-même. Et donc, je suis allée sur cette piste de danse et j'ai commencé à prendre des cours de Nia, qui est une pratique de danse que j'aime beaucoup, qui est assez répandue aussi en France. On peut découvrir les cours de Nia sur le site Ouais, nianow.com, je crois, ou .org. Je ne suis absolument pas payée pour dire ça, c'est juste que je soutiens beaucoup cette communauté que j'aime ouais, c'est génial. énormément et de danseurs. Et donc, je suis allée danser et là, en dansant, c'est là où j'ai réalisé d'un point de vue somatique que je passais ma vie dans ma tête. Je me souviens très bien d'être en train de danser et de me dire, mais en fait, toute ta vie, tu as pensé que le grand patron de ta vie, c'était ta tête. J'ai vraiment senti ce moment où je me suis dit, toute ta vie, tu as pensé que ce qui comptait, c'est ce qui était là, en fait. Et tu as complètement ignoré le dessous. En fait, pas ignoré, au contraire, non, je ne l'ai pas ignoré, j'étais obsédée par mon corps. Mais j'étais Mhm. obsédée par son apparence. J'étais obsédée par l'apparence de mon corps, mais je n'étais absolument pas connectée au ressenti de mon corps. J'ai réalisé que je vivais à quelques centimètres de mon corps. Et quand je dis ça aux femmes, beaucoup de femmes se reconnaissent, elles disent, mais ça, c'est exactement moi. Je vis Mhm. dans ma tête, je ne suis pas, je pense ma vie, je gère ma vie, je juge ma vie, mais je ne vis pas ma vie dans mon corps, en fait. Je ne Mhm. suis pas dans mon corps. Et donc là, sur la piste de danse, j'ai eu cette réalisation, et cette réalisation que je m'étais trompée, en fait. Je pensais que ma tête, c'était le grand patron de ma vie. Et en fait, je réalisais que le grand patron de ma vie, c'est mes tripes, c'est mon corps, c'est mon cœur, c'est mon sexe, c'est plus cette dimension intérieure. Et que ma tête, je dis souvent, le grand patron de ma vie, c'est mon corps. Et ma tête, c'est le directeur des opérations. Mhm. Hein, quand on essaye de faire plein de choses, qu'on a envie d'accomplir des choses dans notre vie, on se dit toujours, ah, j'aimerais bien pouvoir me dédoubler, j'aimerais bien pouvoir me cloner, j'aimerais bien pouvoir avoir de l'aide. Ben, notre tête, c'est notre meilleur allié. Notre tête, Ouais. alors, ça peut aussi être notre ennemi parce que notre tête va aussi nous juger, nous limiter, nous faire croire qu'on n'est pas capable. Dans notre tête, il y a aussi toutes nos croyances limitantes, mais il y a Mhm. aussi dans notre tête toute notre capacité à analyser, à planifier, à stratégiser, à budgéter, à anticiper, et donc, notre tête est un formidable atout, mais faut remettre notre tête à sa place. Notre tête, c'est le directeur des opérations. Mais c'est pas la tête qui donne la direction de la vie. La tête, elle va mettre en œuvre ce qu'on a décidé euh, au niveau de notre essence personnelle. Et les réponses à ça, beaucoup de femmes viennent me voir dans mes coachings, me disent, Christine, j'ai tellement donné à ma famille, à mon travail, que je me suis perdue. Je ne sais plus ce que je veux pour ma vie. Je ne sais plus qui je Mhm. suis. Je ne sais plus ce que je veux pour ma vie. Je me suis tellement pas posé la question de ce que je voulais. Je me suis tellement posé la question de ce qu'il fallait que je fasse, de chercher à être à la hauteur de ce que je pensais qu'on attendait de moi. Mais je me suis tellement pas posé la question de qu'est-ce que je veux Mhm. que je me suis perdue. Et donc moi, voilà, j'ai eu cette prise de conscience sur la piste de danse un jour qu'il fallait que je remette les choses à leur place et notamment que je remette mon corps à sa place. Voilà. Génial. Et en fait, tu dis que tu étais une femme forte, et ça, on l'entend. Je crois qu'il y a pas besoin de discuter trop longtemps avec toi pour le sentir. Ça traverse l'écran, ça traverse l'océan, puisque toi, tu es de l'autre côté de l'Atlantique, mais fatiguée. Et à un moment Mhm. donné, comment tu fais? Parce que oui, ça me parle aussi. J'ai beaucoup de gens qui viennent à moi, et des femmes notamment, qui m'expliquent cette fatigue et cette prise de conscience à un moment donné. Mais comment tu fais pour t'en libérer, cette fatigue émotionnelle? Alors, c'était une fatigue qui était physique, qui était dans la tête, en fait. Moi aussi, beaucoup de femmes viennent me voir. Elles me disent, je suis fatiguée. Donc, il y a vraiment cette fatigue physique, cette impression de se coucher le soir, épuisé, éreinté, en ayant l'impression d'avoir passé une journée pourrie. Enfin, vraiment, cette impression en fin de journée, d'avoir besoin de décrocher. Beaucoup de femmes me disent, mais moi, le soir, j'ai juste envie de décrocher, quoi. Et je les comprends, parce qu'en fait, c'est tellement une course Hmm, d'essayer de tout gérer, de tout jongler, qu'on a vraiment on court partout. Et je dis souvent, d'ailleurs, ma génération, hein, on était un peu la génération Wonder Woman parce qu'on nous a dit tu peux tout avoir. Donc on était un peu la génération, ok, il faut que j'assure sur tous les fronts, il faut que je sois Wonder Woman, que j'assure sur tous les fronts. Et d'ailleurs, souvent, la société nous encourage et nous dit, ah, mais tu es formidable, toi, tu as vu, tu as 3 enfants et ton travail, c'est incroyable, tu es formidable. Donc on nous valorise dans notre capacité à réussir à tout gérer et tout ça.
Mais sauf que derrière ça, en fait, s'installe une fatigue, vraiment une Ouais. fatigue physique d'abord. Donc, fatigue Mm. physique de ne pas assez dormir, de pas assez se poser, de pas assez se reposer. Et puis aussi beaucoup de, une fatigue liée aussi à nos rythmes de vie. On se repose pas assez, on mange pas bien, on a tellement d'injonctions sur nos régimes, sur un stress en fait, non seulement au niveau de notre quotidien, mais aussi au niveau de notre alimentation. Ne pas suffisamment ressourcer notre corps quand on cherche à être en lien avec notre corps, c'est beaucoup pour le pousser, pour brûler des calories, donc une relation aussi abusive, ou alors on oublie notre corps et on n'écoute pas ses signaux. Donc une fatigue physique, ça. Ensuite une fatigue mentale de Mm. cette charge mentale, cette impression d'être éparpillé, que ça part dans tous les sens, que on a la tête qui carbure mais à 300 à l'heure et c'est juste épuisant cette impression de d'être en charge, d'avoir l'impression que tellement de choses reposent sur nos épaules et que si on le fait pas, eh ben ça va pas se faire ou tout va se casser la gueule. Donc ça c'est un stress aussi mental très important. Et donc Ouais. voilà, c'était vraiment cette fatigue mentale, cet éparpillement mental et cette fatigue physique qui étaient les plus importantes. Donc ben, moi, oui, je t'écoute. Tu Ouais, et voulais du rajouter? coup, comment toi, tu t'en es libéré de cette fatigue émotionnelle? Voilà, donc déjà, bah, la première chose, c'est que j'ai décidé d'arrêter de râler. Et en décidant d'arrêter de râler, comme râler n'était plus une option, parce qu'on Mm. peut, on peut avoir l'impression qu'en râlant, on est en train de gérer la chose. Je suis fatiguée, j'ai pas assez dormi, personne ne m'aide, je pense tout à tout, c'est toujours moi qui fais tout. Enfin, on pense qu'en râlant et qu'en pointant du doigt les coupables, on peut avoir l'impression de... En fait, quand on râle, on fait pas quelque chose de mal, hein, on le fait parce qu'on n'en peut plus. Mm. Et donc l'idée, c'est pas de dire c'est mal de râler. L'idée, c'est de dire râler, c'est pas que c'est mal, c'est que ça marche pas. Râler, ça ne t'obtient pas ce que tu veux. Tu veux plus d'aide, tu veux plus de soutien, tu veux qu'on te soulage de tout ça, tu veux qu'on arrête de tout faire reposer sur tes épaules. Mais manifestement, râler ne marche pas, parce que si râler marchait, ça serait résolu. Si Mm. râler marchait, la famille t'aiderait, la charge serait mieux répartie, tu arriverais mieux à gérer ton équilibre pro-perso, enfin voilà. Donc, moi, quand j'ai décidé que râler n'était plus une option, parce que j'ai bien constaté que râler ne marchait pas, j'ai dû du coup trouver d'autres solutions. Donc c'est un peu cette idée de je sors de l'autoroute de la râlerie. J'appelle ça une autoroute parce que littéralement on a des connexions neuronales dans notre tête qui font que dès qu'on a un irritant, boum, on part et on se met à râler. C'est des connexions Mm. neuronales. On a tellement l'habitude de râler qu'on râle immédiatement quand on a un irritant. On râle aussi beaucoup, c'est l'autoroute de la râlerie parce qu'en général il y a beaucoup de monde avec nous sur cette autoroute. On est entouré de râleurs. Donc quand on râle souvent, on fait juste la même chose que tout le monde. On Ouais. fait juste pareil que les autres. On râle pas plus. Moi, je dis souvent, quand j'avais vu mon livre, si je l'avais vu en librairie, j'arrête de râler. Je dis souvent, je l'aurais peut-être pas acheté. Je l'aurais peut-être pas acheté parce que je me suis dit, ben moi, je râle pas. Et je pensais que je râlais pas parce que je râlais pas plus que les autres. J'étais Ouais. pas une énorme râleuse qui casse les oreilles de tout le monde. J'étais juste une râleuse ordinaire qui râle autant que les autres. Donc, je me considérais pas râleuse. Donc, quand j'ai décidé d'arrêter de râler et que j'ai réalisé que râler, en fait, n'était pas la bonne stratégie pour me permettre d'avoir du soutien, de l'aide ou pour me permettre que ma vie aille mieux, et ben du coup, j'ai inversé mon attention plutôt que d'avoir mon attention sur les coupables. C'est ça quand on râle, hein. Quand on râle, il y a un truc qui nous agace et on cherche, c'est la faute à qui? Mm. Hein, si c'est la faute à qui, on cherche à pointer du doigt le coupable comme si... Et on le fait pas méchamment, on a l'impression que si je dis à mon enfant ou si je dis à mon collègue ou si je dis à un tel que, il est coupable, on le fait pas méchamment. On a l'impression que ça va générer... On espère, on est dans l'espoir que l'autre va du coup se dire ah bah oui, t'es vrai, t'as raison, j'ai pas été cool sur ce coup-là. Alors en fait, c'est pas du tout comme ça que l'autre réagit en général, hein. Soit il nous fuit, soit il nous attaque en échange et on n'obtient pas ce qu'on veut. Donc voilà, moi quand j'ai fait mon challenge J'arrête de râler, je me suis levée le matin et je me suis dit maintenant Christine, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, tu ne seras victime de rien ni de personne. Parce que c'est ça, arrêter de râler, c'est arrêter d'être Mm. victime, arrêter de pointer du doigt les coupables. Je ne suis plus intéressée de pointer du doigt les coupables, je vais plutôt prendre ma vie en main. D'accord? Je vais prendre ma vie en main et je vais me donner les moyens d'avoir une vie qui me fait moins râler, soit en faisant des choses moi-même, soit en communiquant avec les autres d'une autre manière, parce que manifestement, quand je râle, ça ne marche pas. Et donc, bah, du coup, j'ai commencé à me dire, OK, bah, pour moins râler, il faut que j'arrête de me coucher trop tard, par exemple. J'ai réalisé que la première chose à faire pour râler moins, c'est dormir plus. Et ça Ouais. m'a déjà, bah, du coup, ça m'a permis de me ressourcer. Donc, il faut que j'arrête de regarder la série télé qui est jusqu'à minuit et demi, alors que je dois me réveiller à 6h45. Ça marche pas, en fait. Mathématiquement, ça marche pas.
C'est mm, juste pas possible. On ne peut pas fonctionner si on n'a pas assez de sommeil. mm, Donc ça a été la première chose. Après aussi, réaliser que bah, ma vie était à sec, que quand je râlais sur la table qui n'était pas débarrassée, quand je râlais sur des choses, c'était parfois je râlais sur des... J'avais remarqué que je m'énervais sur des tout petits trucs. Et je me disais, comment ça se fait que des choses aussi petites me font partir tellement au quart de tour? Et je me suis dit, bah, ça, c'est parce qu'en fait, tu t'es tellement pas donné à toi que du coup, tu supportes pas que les autres ne te respectent pas. Mais toi, tu t'es pas respecté non plus. mm. Toi, t'as pas su poser de limites. T'as pas Ouais. su à un moment donné dire stop, dire non aux autres ou dire non, dire là ce soir, c'est pas moi qui fais le dîner. Là ce soir, tu n'as pas su le faire parce que toi tu t'es pas respecté. Toi, tu t'es fait passer en dernier. Donc, Mm, pour retrouver ma fatigue, pour retrouver mon énergie, ma clarté mentale et mon énergie physique, j'ai commencé à apprendre à me faire passer en premier. Et c'est pour ça que mm, la révélation de mon nouveau livre, Femme fière, libre et puissante, ça commence par là. Ça commence, arrête de te sacrifier, accorde-toi la permission de te faire passer en premier. Et dans cette première révélation, j'invite vraiment les lectrices à réaliser à quel point aujourd'hui il y a un profond déséquilibre encore dans énormément de foyers, dans la charge que portent les femmes. Que ce soit un déséquilibre dans le couple, que ce soit le mm, couple hétérosexuel, il y a un peu moins de déséquilibre dans les couples homosexuels, mais dans les couples hétérosexuels, il y a encore un grand déséquilibre. Et pas que dans les couples, dans les familles. Aujourd'hui, je pense que nos enfants devraient faire beaucoup plus dans les maisons. Ils devraient beaucoup plus contribuer dans les maisons dès le plus jeune âge. tout à Et fait. donc, arrêter de se sacrifier et s'accorder la permission de se faire passer en premier, c'est poser des limites auprès de notre entourage, réaliser déjà le déséquilibre et réaliser que si on souffre autant à chaque fois qu'on rentre chez soi, parce que moi c'était ça, hein, chaque fois que je rentrais chez moi, la seule chose auquel je pensais, c'était à quel point ma maison était en bordel. Et du Ouais. coup, j'étais chez moi et j'étais pas bien, en fait. Mm. J'étais pas bien chez moi. Et, euh, et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment d'inviter les femmes à réaliser qu'il y a un déséquilibre et que donc, si elles se sentent pas bien, c'est normal, c'est pas de leur faute. Mais par contre, c'est pas parce que c'est normal qu'il faut l'accepter. Il faut se donner les moyens de changer les choses. Et ce qui fait aujourd'hui que les femmes n'arrivent pas à changer suffisamment les choses, c'est qu'il y a une part d'elles qui pense que c'est normal qu'elles portent autant de choses. Il y a une part d'elles qui pense que c'est normal que la société leur demande d'avoir un travail à temps plein pour pouvoir contribuer à payer le loyer, à payer les courses. Aussi, beaucoup de familles aujourd'hui sont séparées, donc les Mm. femmes sont seules et elles doivent donc, du coup payer leur loyer, payer tout ça. Donc on trouve ça normal. Et en même temps, la société attend d'elles qu'elles élèvent les enfants et qu'elles s'occupent de l'éducation, qu'elles s'occupent de tout ce que ça implique d'élever un enfant. Et en plus, dès que les enfants sont sortis du nid ou parfois les deux choses se conjointent, font le pont, après, il faut s'occuper des personnes âgées et des membres de notre famille. Et encore une fois, on trouve ça normal que ce soit la femme qui aille visiter la grand-mère, qui aille s'occuper, qui aille se prendre le rendez-vous du médecin des personnes vieillissantes. Mm. Et ça, de réaliser que ça n'est pas normal, en fait. C'est un réel déséquilibre de notre société et il faut qu'on arrête de le tolérer. Aujourd'hui, beaucoup de femmes tolèrent ce déséquilibre. Et c'est la première chose à faire, c'est d'arrêter de tolérer. Non pas dans une énergie de j'arrête de tolérer, maintenant j'en vois tout balader, mais d'abord dans une énergie de j'arrête de tolérer et du coup je suis alignée avec les demandes que je vais faire. Je vais Mm. aller vers les autres et je vais poser des limites et je vais reprendre en main les rênes de ma vie et je suis alignée avec ce choix. Et c'est cet alignement qui fait qu'on va devenir fière, libre et puissante. Femme Mm. fière, libre et puissante, c'est les deux. Il faut d'abord qu'on soit vraiment aligné, parce que quand on est aligné, on devient inébranlable. Quand on essaye d'amener du changement dans notre vie et que le changement marche pas du premier coup, ben c'est OK, ça marche pas du premier coup, mais on va essayer d'une autre manière. On va continuer, on va pas lâcher le morceau parce qu'on est aligné avec le fait que on refuse de continuer à tolérer ce mode de vie qui est trop déséquilibré et qui nous épuise et qui nous fatigue et qui nous amène Les femmes me disent, mais je suis un dragon chez moi. Elles détestent qui elles sont parce qu'elles sont Ouais. tellement à vif qu'elles braillent sur tout le monde, elles râlent sur tout le monde et elles n'ont pas envie d'être ces femmes-là. Elles n'ont pas du tout envie, ça ne les rend pas du tout heureuses. Donc, il faut arrêter de tolérer ces modes de vie, il faut générer le changement pour pouvoir être plus sereine. Mais comment tu passes de tout ce que tu expliques, et c'est une réalité, je te dis, je le constate moi aussi avec les gens que j'accompagne, comment tu passes de cet état de fait, je suis utile pour les autres, à je suis précieuse pour moi-même? Comment tu fais ça? Mhm. Il y a il y a quelque chose d'intéressant qui m'a beaucoup illuminée personnellement, c'est la dynamique du syndrome de la servante et de la reine.
Hmm. Alors, la servante, c'est ce que beaucoup de femmes disent. Elles disent, je suis la boniche de service, c'est pas un hôtel dans cette maison, j'ai l'impression de tout faire. Donc, c'est vraiment ce syndrome de je me plains parce que c'est moi qui fais tout. Et de l'autre côté, donc cette histoire du syndrome de la reine, c'est quelque chose que j'ai lu dans le livre de Titiou Lecoq, qui écrit beaucoup de livres féministes. Et elle parle de ce syndrome de la reine. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant. Elle dit d'un autre côté, on est la servante, mais il y a une part de nous aussi où on aime bien parce que du coup, on est la reine dans la maison. On est la reine dans le sens où c'est nous qui avons le contrôle sur le royaume. C'est nous qui savons où se rangent les choses, comment on organise les choses. C'est nous qui avons géré l'organisation, qui avons géré la décoration, qui avons géré. On est en charge de ce foyer. Et du coup, parfois, quand on essaye de déléguer, combien de femmes d'ailleurs le disent, à quel point c'est vrai, c'est je délègue le linge ou je délègue la vaisselle, mais après, je refais derrière parce que c'est pas fait comme je voulais. Ou alors, je dis aux autres dans la maison que quand ils vident la vaisselle, que c'est pas comme ça qu'on remplit la vaisselle, qu'il faut mettre les verres à gauche et pas à droite. Et donc, et en faisant ça, en fait, on empêche l'autonomie de notre entourage, on empêche les autres de prendre leur place dans le foyer, mais aussi, quelque part, on aime ce pouvoir. Il y a une part de nous inconsciemment, hein, parce que je Ouais, pense que ouais, bien sûr. si on en est consciente, on peut le déconstruire. Mais il y a Hmm. une part de nous qui aimons ce pouvoir. Et en fait, c'est un peu comme cette idée de dire, j'ai pas le pouvoir sur beaucoup de choses dans ma vie parce que on a plus de difficultés à prendre le pouvoir en entreprise, souvent. Pourquoi aussi? Pas parce qu'on est moins bien, mais aussi souvent parce qu'on a plus de difficultés à prendre le pouvoir en entreprise, parce qu'on a pris des temps partiels, parce qu'on avait des enfants, donc on a adapté notre carrière, ce que les hommes font beaucoup moins, parce qu'on avait des enfants. Du coup, on se retrouve avec des postes avec moins de responsabilités dans notre carrière parce qu'on a moins eu l'opportunité de faire des formations, Ouais. d'être envoyé en déplacement ou des choses comme ça parce qu'on a fait des enfants. Donc, on a fait des sacrifices sur notre carrière pour s'occuper de la famille. Du coup, notre carrière était un petit peu moins... on sent peut-être qu'on a moins de pouvoir dans notre carrière professionnelle. Et du coup, on aime s'attacher à ce pouvoir à la maison. Il y a une part de nous qui est bon. Donc là, l'idée pour moi, ça a été de réaliser qu'en fait, c'est une histoire de pouvoir et que l'endroit où j'ai le plus besoin de reprendre le pouvoir, c'est sur ma vie. C'est pas sur ma Hmm. maison. C'est pas sur ma maison, sur comment le linge est rangé, ou comment la vaisselle est remplie, ou est-ce que les enfants sont bien habillés pour aller à l'école, ou est-ce qu'ils ont des bonnes notes, ou est-ce qu'ils ont ce besoin de devoir, ou aussi ce besoin de devoir être les garantes de la paix dans la maison. On a tellement ce besoin on a l'impression que ça repose sur nous, que les enfants aient des bonnes notes, qu'ils soient bien habillés, qu'il y ait la paix dans la maison, que tout soit rangé. On porte ce poids-là et ça nous Hmm. épuise. Et donc là, de Ouais. réaliser qu'en fait, tout ça, ce qui va résoudre ça, c'est plutôt d'inverser mon attention et de reprendre le pouvoir sur ma vie. Moi, j'ai souvent aux femmes, quand vous avez l'impression d'être des dragons et de râler sur tout, posez-vous la question, à quel moment vous vous êtes abandonné vous-même? Vous avez l'impression que personne ne vous respecte dans la maison, mais à quel moment vous avez arrêté de vous respecter? Hmm. Et c'est pas avec la plus grande bienveillance, avec la plus grande bienveillance, hein, mais de se dire, OK, la clé, c'est de réapprendre à me respecter et de réapprendre à me mettre au cœur de ma vie et de faire des choix pour moi. Je ne suis pas que la mère d'un tel, l'épouse d'un tel et la collaboratrice de telle entreprise. Je suis Christine, je suis femme. Cette vie m'a été donnée par mes parents et j'arrive dans ce corps. Et maintenant, j'ai le privilège et la chance énorme de vivre ma vie. Et oui, Hmm. dans cette vie, j'ai fait le choix de créer des liens avec d'autres êtres humains. D'accord? J'ai fait le choix de créer du lien avec un partenaire, avec qui j'ai donné vie à des enfants, c'est des enfants. Donc oui, je suis liée. J'ai fait le choix de signer un contrat d'entreprise et d'être attachée par le biais de ce contrat à un employeur pour remplir une mission professionnelle. Ouais. Voilà, ça c'est vrai. Mais beaucoup de femmes me disent, ont perdu le lien avec elles-mêmes. Qui suis-je, moi? Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce qui, moi, m'intéresse? Hmm. Quand est-ce que moi je vis, quand est-ce que moi je suis alignée, de pas oublier ça, de pas oublier que on a été mis sur cette terre et on a le privilège et la chance de vivre cette vie. Et moi j'ai l'intime conviction que l'un- le but de cette vie, c'est d'apprendre à se connaître et d'apprendre à connaître quelle est notre essence unique. Pour moi, Hmm. mon essence unique, c'est la combinaison unique de mes talents et de mes centres d'intérêt et de ma manière, de mon essence, en fait. J'ai une Ouais. essence qui est unique. Il y a des gens qui ont des essences qui ressemblent à la mienne, mais j'ai une essence qui est unique. D'apprendre à connaître mon essence unique et de la partager avec le monde, de créer des conditions où je peux être moi-même dans mon quotidien, dans mon travail, dans mes relations et tout ça. Et voilà. Et pour beaucoup de femmes, ben, elles sont très très loin de ça. Elles sont enfermées dans leur rôle.
elles essaient d'être à la hauteur de tout leur rôle, mais elles ne savent pas. Et c'était moi il y a quelques années, hein, j'étais exactement dans le même cas il y a quelques années. Donc je comprends. Merci pour ça et je pense que ton message va être clairement entendu, j'en suis persuadé parce que vraiment ça résonne ce que tu dis évidemment. Euh, alors un peu dans ton livre, tu évoques la puissance de la nudité dans ton chemin de transformation. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu si tu veux bien. Ouais. Alors pour arriver à la nudité, on va développer la relation au corps. Pourquoi ma deuxième révélation que je partage dans le livre, c'est fais la paix avec ton corps et tu seras émerveillé de la justesse de sa guidance. Et donc, le corps de la femme est objectifié par la société. Le corps de la femme, quand on est dans un corps de femme, depuis le plus jeune âge, on reçoit des tonnes de messages qui sont liés à notre apparence. Hmm. Dès qu'une petite fille devient adolescente, tout le monde commence à la regarder différemment. Et ça commence dans la famille, c'est très bizarre, hein, ça commence par les tontons, par les tantes, c'est les hommes et les femmes. Mais tout d'un coup, oh là là, t'as vu, oh là là, elle a pris des seins, oh là là, elle a pris des fesses. Enfin, il y a toute une histoire sur le corps de la petite fille qui devient femme et ça commence là. Et là, Ouais. boum, tous les messages arrivent sur notre rôle, c'est d'être agréable au regard des autres. Notre rôle, c'est voilà, d'être bien habillée, d'être féminine, d'être souriante toujours à tous les coups, ça quoi qu'il arrive, être souriante, être conviviale, être accueillante, et puis voilà, être maquillée. Dans le livre, je raconte, hein, il y a des statistiques qui ont été prouvées que les femmes qui sont maquillées sont mieux payées que les femmes qui ne sont pas maquillées. Ah oui. D'accord? Oui, il y a des réels chiffres qui sont sortis. On n'est pas folle quand on fait ça, quand on se prend. Mon mari me dit toujours, mais pourquoi tu te maquilles? T'as pas besoin de te maquiller. Je dis, ben, je suis désolée, mais la société m'a prouvé que quand je suis maquillée, on fait plus attention à moi. Pourquoi? Parce qu'on s'attend de moi à ce que je sois maquillée. Et si je ne suis pas maquillée, ben on se dit, elle fait pas attention à elle, elle est négligée, elle est. Il y a une attente, il y a tellement d'images et de représentations de la femme maquillée que une femme qui n'est pas maquillée, c'est pas facile pour une femme de pas se maquiller. Moi, je travaille beaucoup là-dessus, d'essayer de moins me maquiller, parce que mon mari Ouais. n'arrête pas de me dire que lui s'en fout. Mais il y a vraiment une attente, et les femmes qui sont maquillées sont mieux payées que les femmes pas maquillées. Donc c'est une vraie réalité. Donc on a ces injonctions sur notre corps, surtout ne pas avoir de cellulite. Le mot cellulite n'existait pas en 1800. C'est un mot qui est arrivé au XXe siècle. Imaginons un monde où le mot cellulite n'existe pas. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne à ce monde-là, où on ne nomme pas ce truc qui devient le cauchemar des femmes. Ouais. D'accord? Ah, faut pas avoir de capiton, faut pas avoir de cellulite. Et donc, on passe une énergie phénoménale à se préoccuper de notre apparence. Et donc, c'est compliqué d'être dans un corps de femme parce que quoi qu'il arrive, on a toujours l'impression de ne pas être assez. Alors, ça arrange bien l'économie de la mode, ça arrange bien l'économie des cosmétiques, alors qui, elle, est Ouais. l'économie de la minceur. Hein, ces Hmm. trois économies, elles sont très, très contentes parce qu'on passe nos journées. Hein, quand une femme se lève le matin, elle pense à quoi? Elle pense à comment est-ce que je peux être belle, comment est-ce que je peux être jolie, enfin, comment est-ce que je peux être jolie, comment est-ce que je peux être mince. C'est Hmm. ça les premières questions qu'elle se pose. Quel vêtement je vais choisir pour apparaître la plus mince ou et quel que je vais mettre sur le visage ou comment je vais m'habiller ou me mettre mes bijoux pour apparaître plus jolie. Et ça, ça nous affecte bien plus qu'on le pense en fait. Alors, j'ai rien contre le fait, moi j'ai développé un plaisir, une joie, là j'ai mis mes belles boucles d'oreilles, j'adore la tenue que je porte aujourd'hui pour cette vidéo, je me sens bien dedans. Donc, Hmm. j'ai rien contre le fait de choisir des vêtements et de célébrer, de s'exprimer avec ça. Mais il faut aussi repérer à quel moment ça va beaucoup trop loin, à quel moment c'est un enfermement et ça n'est pas une liberté. Hmm. Ouais. Et donc, on se préoccupe énormément de nos apparences. Et du coup, on n'est pas à l'écoute de nos ressentis. D'ailleurs, dès le plus jeune âge, on nous apprend aussi que nos ressentis dérangent. Hein, moi, à l'âge de 7 ans, on m'a dit, Christine, voilà, maintenant, tu vas être raisonnable. D'accord? Tu vas être raisonnable. Ma maman m'a dit, j'étais petite, mets tes envies dans ta poche et ton mouchoir par-dessus. Donc, en gros, ça veut dire tes envies, tes ressentis, tes émotions, ce que toi, tes élans, en fait. Ouais. Tes élans, eh bien, en fait, il y a des choses plus importantes dans la vie, ma chérie, d'accord? Il y a la famille, il y a les autres, il y a nos ressources financières qui font qu'on peut peut-être pas tout acheter. Enfin, voilà, mes envies, mes demandes peuvent peut-être déranger. Alors, quelques années plus tard, ma maman s'est excusée platement en me disant, mais quelle horreur, qu'est-ce que j'ai pu vous raconter quand vous étiez petit? Et elle me dit, je n'ai fait que répéter ce que ma grand-mère m'avait dit. Donc, c'est du transgénérationnel. Mais donc, il y a vraiment cette idée de ne plus être à l'écoute de nos ressentis. On se préoccupe tellement de notre apparence qu'on ne ressent pas notre corps. Hmm.
Quand on est dans notre corps, on est soit anesthésié. Beaucoup de femmes me disent, j'ai l'impression d'avoir une carapace, d'être anesthésiée, je ressens plus rien. Pourquoi est-ce que je ressens plus rien? Parce qu'il faut faire face à nos responsabilités. On n'a pas le temps de ressentir, on a trop à faire en fait. Mm. On a trop à faire. Et aussi parce que on nous a appris que nos ressentis, que toute cette dimension émotionnelle, moi j'ai entendu quand j'étais plus jeune, maintenant on change, la société change heureusement, mais j'ai entendu quand on était plus jeune, quand tu vas travailler, tes émotions, tu les laisses à la porte. Ouais. Oui, D'accord? oui. Donc, on Mm. nous a appris beaucoup ça. Tes émotions, tu les laisses à la porte. Tes ressentis, tu les laisses à la porte. Ça n'intéresse personne. Ça n'est pas ça qui va faire avancer la société. Au contraire, ce sont des frivolités. On dit aussi aux femmes quand elles ont leurs règles ou quand elles sont un peu en colère ou quand elles sont un peu énervées, ah, attention, elle a ses ragnagnas. Elle est hystérique. Les femmes ont quand même été qualifiées de hystériques dans notre histoire. Elles ont été internées pour hystérie. On a Mm. quand même un trauma par rapport à ça. Les femmes qui ont été en lien avec leur corps et avec leur sexualité ont été brûlées sur le bûcher. D'accord? Aujourd'hui, une femme qui est à l'écoute de ses ressentis, une femme qui est à l'écoute de son corps, une femme qui aime son corps, une femme qui assume son corps, une femme qui est... Ça fait peur. Mm. On préfère une femme bien domestiquée, qui essaie d'être conforme aux attentes de la société. Alors là, cette femme-là, elle est bien serviable. Hein, elle va continuer à être gentille, elle va continuer à consommer. D'accord? Ça dérange moins. Et donc, Ouais. moi, dans mon chemin d'évolution, j'ai pris conscience de ça pour ma propre vie. Et ça a commencé sur la piste de danse après avoir arrêté de râler. Ouais. Mm. D'accord. Sur la piste de danse, j'ai commencé à danser et j'ai commencé à réaliser que je pouvais avoir du plaisir dans mon corps, qu'en fait, je pouvais être bien dans ma peau. Moi, je pensais toujours qu'être bien dans ma peau, c'était mon apparence. Que être bien dans sa peau, c'est quand j'ai le kilo, le bon nombre sur la balance et quand j'ai les proportions qui sont les plus proches de ce que la société attend de moi. J'arriverai jamais à avoir ce que la société attend de moi. De toutes les façons, ce sont que des images retouchées qui sont même pas réalistes. Donc, de toutes les façons, je n'arriverai jamais à voir. Mais quand je sens que je suis au maximum de ce que je pense que la société attend de moi, là, je suis bien dans ma peau. Moi, c'est ce que je pensais que c'était. Et donc, tant que j'étais pas à ça, j'étais pas bien dans ma peau. Grâce à la danse, j'ai découvert que je pouvais être bien dans ma peau. C'est-à-dire que je pouvais avoir des ressentis agréables, je pouvais avoir du plaisir d'être dans Mm. ma peau. J'ai découvert en bougeant. Après, j'ai aussi fait beaucoup de yoga, j'ai fait du breathwork. Enfin, ce chemin m'a amené vers mon Mm. corps de manière beaucoup plus forte et j'ai découvert la puissance. Qu'est-ce qui se passe pour une femme quand elle est bien dans sa peau, quand elle rentre dans son corps et qu'elle est en paix avec elle-même. Et quand elle arrête de se juger, mais qu'elle apprend à s'offrir le meilleur. Il y a une grande différence entre faire un régime et entre offrir à son corps le meilleur. Ouais. Au final, dans les deux cas, on va manger beaucoup plus de légumes. Dans les deux cas, on va manger beaucoup plus de fruits frais. Dans les deux cas, on va boire plus d'eau. D'accord? Mais c'est pas du tout la même motivation. C'est pas du tout la même énergie. Mm. Dans les deux cas, on va bouger notre corps, on va faire du sport, mais on le fait pour s'offrir le meilleur, pour se célébrer, pour s'honorer, quel que soit notre âge, quelle que soit notre apparence, quelle que soit notre couleur de peau, quels que soient les kilos qu'on a, ça ne change rien. Et ça change tout pour une femme. Mm. Quand on dit à une femme qu'il ne lui manque rien physiquement, et que non seulement on lui dit, mais qu'elle le ressent, qu'elle peut avoir cette expérience de se sentir entière dans son corps, on lui redonne son pouvoir. Moi, j'ai l'intime conviction, moi, ça fait 20 ans que je suis coach et ça fait 20 ans que je travaille sur le mindset, sur l'état d'esprit. Change tes pensées, change ta vie. Hein. Ce sur quoi Mm. tu mets ton attention se développe, mes mots créent ma réalité, ta pensée change ta vie. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur le mindset. Mais avec les années, j'ai coaché énormément de femmes et aujourd'hui, je ne coach que des femmes. Mm. Et dans mon chemin d'accompagnement auprès des femmes, j'ai réalisé que je ne pouvais pas redonner le pouvoir aux femmes si elles sont coupées de leur corps, en fait. Ouais. On peut travailler la tête, elles peuvent lire tous les livres, elles peuvent écouter tous les podcasts, elles peuvent faire toutes les masterclass, elles peuvent faire tous les coachings de la Terre, et elles peuvent dans leur tête ouvrir tous les possibles et avoir un mindset, mais hyper puissant. Si elles ont un rapport, si elles ne sont pas dans leur corps, si elles ne sont pas bien dans leur peau, eh ben, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Pourquoi aussi? Parce que dans notre corps, il y a une sagesse. Dans notre tête, il y a une intelligence. Notre tête, on peut la travailler, on peut changer nos croyances, on peut changer notre manière de penser pour libérer notre mental de nos peurs, de nos croyances limitantes, de nos limitations mentales. C'est super important et c'est génial. Et moi, je continue à le faire dans mes coachings. On travaille toujours sur le mindset. J'ai développé une nouvelle méthode qui s'appelle le coaching body mindset. Donc, on travaille le mindset, bien évidemment, mais après, il y a le corps. Et dans notre corps, il y a une toute autre forme de sagesse. Dans notre corps, il y a
j'ai même pas de mots pour le dire d'ailleurs, parce que voilà, c'est pour ça que je fais un silence, en fait, inconsciemment, parce qu'en fait, c'est pas avec des mots que notre corps nous Mm. parle. Notre corps nous guide. Notre corps nous guide et nous dit de manière claire ce qu'on a besoin de faire dans notre vie. Notre corps est une vraie guidance. Elle va nous amener, elle va nous envoyer, elle va nous dire non, va pas là. Là, il y a quelque chose qui est pas clair. Là, il y a quelque Mm. chose qui est pas bon pour toi. Là, il y a un truc. Fais attention. Observe. Non, retire-toi de cette situation. Non, pose une limite. Non, ne reste pas là. Non, ça va pas. Notre corps sent quand la vie est en nous et quand elle l'est pas. Elle sent quand notre vitalité, quand notre force de vie, quand notre essence est affectée par quelque chose de pas bon pour nous, notre corps nous le dit, que ce soit quelque chose qu'on mange, quelque chose qu'on respire, ou juste des personnes qui nous entourent, ou une situation dans laquelle on est, notre corps nous dit. Et de la même manière, notre corps va nous dire où aller, vers quoi aller, qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui est bon pour nous. Mais la grande majorité des humains sur cette terre, hommes et femmes, sont coupés de cette sagesse. Parce Mm. qu'on est dans une société qui a énormément valorisé le raisonnable, le mental, l'intellectuel, le scientifique, qui sont des choses super, mais on a considéré tout le reste comme des frivolités. Toute cette dimension intérieure, cette sagesse, cette émotionnelle, cette intuition, euh, on, on- on a littéralement dit ce sont des frivolités. On a littéralement, Mm. moi j'ai vraiment, pendant longtemps, je me suis dit oui, mais c'est pas ça qui va me faire avancer dans la vie. Or, en fait, si, parce que c'est ça qui me donne la direction. C'est peut-être ma tête qui va me faire avancer, qui va prendre des décisions, qui va calculer, mesurer. Mais qu'est-ce qui me donne la direction de ma vie? C'est pas ma Mm. tête. Ma tête, elle la connaît pas, la direction de ma vie. Tu m'amènes Donc, à une question. Pardon, excuse-moi. je réalise que j'ai pas répondu à la question sur la nudité, mais je l'ai encore en tête. Mais si Parfait. tu voulais peut-être, on Je enchaîne te sur la laisse nudité. répondre, mais parce que là, tu me fais penser ou, écoute, je vais te poser la question, puis tu gères ta réponse comme tu le sens. On garde en tête la nudité, mais quelque part, ça se rejoint. Quand tu parles de cette déconnexion du corps, de ce mindset, alors le mindset, c'est quelque chose qui me parle énormément aussi pour être passé par là, moi aussi, il y a quelques années, mais, et c'est important. Mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un ou qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui, à un moment donné, est en fort surpoids, et qui a du mal à un moment donné. Alors oui, tu as raison, il y a la société et tes paroles, je les écoute avec beaucoup d'attention parce que je valide absolument tout ce que tu dis, je suis absolument d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui à un moment donné a ce regard de la société, mais qui à un moment donné a ce propre regard sur ce corps, qui a tellement de kilos en trop et qui danser parfois c'est difficile parce qu'on arrive à des fois une obésité morbide ou autre. Comment tu gères ça? Bah, c'est pas mon expertise de gérer les personnes en surpoids, donc je pense qu'il y a aussi, parce qu'il y a sûrement des choses médicales, j'ai l'intime conviction qu'une personne en surpoids, c'est pas quelqu'un qui manque de bonne volonté. Ça aussi, il y a une énorme grossophobie dans notre société qu'il faut absolument déconstruire. Aujourd'hui, les personnes qui sont grosses, c'est pas des personnes qui manquent de bonne volonté, bien au contraire. Souvent, ce Hum, sont des personnes qui ont bien plus de volonté que nous. hum, Simplement, voilà, elles sont dans une spirale où leur corps génère du gras, est dans une situation dans laquelle c'est compliqué d'en sortir. C'est sûr que quand on est dans cette situation, c'est compliqué d'en sortir et je pense que le mental va jouer un rôle important, c'est d'oser croire qu'on est capable. Il y a aussi peut-être oser croire qu'on mérite, parce que quand on a été tellement jugé par la société, on a tellement eu ces regards, on a tellement eu cette chape de plomb aujourd'hui qui repose sur les personnes grosses, ça doit être, effectivement, il y a un grand travail à faire de thérapie, d'accompagnement, mais aussi, je pense, voilà, d'être entouré des bonnes personnes, de trouver le hum. médecin qui va pas. Parce qu'il y a des médecins aujourd'hui qui disent aux gens, bah, perdez du poids et revenez plus tard pour que je soigne votre maladie, alors qu'en fait, c'est la maladie qui est la source du poids. Et Tout c'est à un peu un fait. truc qui se mord la queue. Donc, je pense Hum, être entouré, trouver des personnes, lire des livres, trouver des personnes, trouver des communautés qui vont nous aider à sortir à guérir nos blessures qui sont liées à toute cette négativité qu'on a pu se prendre sur la figure quand on est une personne grosse. Donc être entouré de gens qui vont nous aider à développer un état d'esprit plus positif et plus encourageant. Et puis je pense avoir une équipe médicale qui va avoir un regard beaucoup plus stratégique et beaucoup plus constructif. Et beaucoup plus éduqué, parce qu'aujourd'hui, je hum, pense que la médecine aussi ne sait pas, enfin, beaucoup de médecins aujourd'hui ne savent pas traiter cette histoire. hum. Euh, et donc voilà, moi je ne suis pas experte de ce sujet, mais Ok. je pense que d'être entouré de bonnes personnes, non seulement au niveau du mental, mais aussi au niveau du physique, d'avoir une équipe médicale qui va aider. Après, je pense que cette idée d'essayer, si c'est pas la danse, ça peut être autre chose, d'essayer de trouver des activités
dans lesquels l'attention est placée sur les ressentis et non Hmm. pas sur l'apparence. Donc, ça peut être la danse, ça peut être du breathwork, ça peut être même des étirements. Quelles que soient les activités, mais une activité qui amène ces personnes à être en relation avec leur corps. Et l'objectif, c'est d'activer le fait de se sentir bien. Donc, ça peut être des Hmm. massages, ça peut être se faire masser. Je me fais masser et du coup, quand je me fais masser, mon corps se sent bien. Voilà. Et donc d'inverser l'attention de l'apparence vers les ressentis et d'essayer de créer, parce que moi, ça a été la danse, mais il y a d'autres moyens de se dire comment est-ce que je crée des opportunités pour me sentir bien dans ma peau. Parce que quand je me sens bien dans ma peau, j'ai envie du coup de prendre plus soin de mon corps. Ça crée une espèce de... Parce que j'ai du plaisir à être dans ce corps. Quand ce Ouais. corps, c'est qu'un lieu de douleur, de jugement, de souffrance, de stress, c'est compliqué d'être dans un cercle vertueux où on a envie de se donner le meilleur. Hmm. Donc Merci c'est pour aussi ça. pour ça qu'après, j'amène le... Donc là, je vais pas répondre à la nudité d'abord, mais c'est aussi pour ça qu'après, dans mon chapitre, la troisième révélation, c'est fais la paix avec ton sexe et découvre que l'élixir de la vie est caché entre tes hanches. Parce qu'après, il y Hmm. a toute la dimension sexuelle qui est aussi une dimension qui amène les femmes à transformer la relation qu'elles ont avec leur corps et notamment s'ouvrir à la possibilité d'être comblées physiquement, en fait, Hmm. dans des sensations physiques. Donc ça, c'est on peut développer ça un petit peu après. Je vais revenir sur la nudité. Moi, la nudité m'a beaucoup, beaucoup aidé à guérir ma relation avec mon corps, justement, parce que j'ai remarqué que quand j'étais nue, alors la première fois que je me suis retrouvée nue, je sais pas si c'était la première fois, mais la première fois que ça m'a marqué et que ça a été un moment déterminant pour moi, probablement parce que j'étais déjà un petit peu sur ce chemin de guérison avec mon corps, c'était pour mes 40 ans, j'ai invité toutes les femmes de ma vie, donc mes sœurs, mes cousines, mes bonnes amies, et on a été au hammam de la mosquée de Paris. Et Hmm. donc, la mosquée de Paris, c'est un hammam, ils ont un jour où c'est que les femmes. Et donc, on était toutes les femmes dans ce hammam de la mosquée de Paris. Et donc, on était toutes nues ou alors en toute petite culotte, mais les seins à l'air, dans ce hammam. Et il y avait des femmes de toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Et il y avait une ambiance, ça papotait, ça papotait. On était vraiment dans cette ambiance à se donner de l'eau froide et machin. Enfin, c'était magnifique, c'était beau, c'était un tableau. C'était magnifique. C'était la Ouais. féminité, la sororité. Et on était tellement belles et cette beauté n'avait rien à voir avec notre poids et nos kilos. Il y avait de la cellulite dans la salle, il y avait tout ce qu'on nous dit de pas avoir. C'était là en fait. Et c'était Ouais. présent et on était détendus et on était entre nous et il n'y avait pas le regard mâle, masculin. C'est pas forcément mâle, hein, mais c'est ce que j'appelle masculin, c'est ce regard de notre société patriarcale que nous, les femmes, on alimente nous-mêmes entre nous, hein. On est probablement celles qui se jugent le plus sur notre apparence les unes les autres, bien plus que les hommes nous jugent sur notre apparence, on s'en rend pas compte. Ça aussi, c'est très, très C'est important vrai. de réaliser Ouais. à quel point nous, les femmes, on est probablement celles qui maintiennent cette chose le plus. On pense que c'est pour les hommes, mais en fait, il y a quelque chose à déconstruire. On n'a peut-être pas le sujet de le développer maintenant, mais il y a vraiment quelque chose à déconstruire par rapport à ça. Hmm. Et donc, je me suis rendu compte que là, dans la nudité, il y avait quelque chose de beau. Et j'ai réalisé que quand je suis... Donc ça, c'était la première fois. Et après, je me suis retrouvée nue en nature sur des plages de nudistes. Mais c'était des plages où il n'y avait pas plein de monde du tout. C'était vraiment plus des plages au bout de l'île, au loin, où il n'y a personne et où ceux qui veulent être nus vont. Mais on n'est pas du tout les uns sur les autres. C'est vraiment plus un être un Ouais. avec la nature, être un avec le sable, être un avec le soleil, avec les rochers, avec le bruit des vagues et ne pas avoir de vêtements sur soi. Et ben, j'ai réalisé que c'était plus facile pour moi d'aimer mon corps nu qu'en maillot de bain. Parce que quand je suis en maillot de bain, ben, tout de suite, je pense à toutes ces injonctions de tous ces magazines dans les stations de train, où il y a, dans les relais, là où il y a écrit perdez les kilos avant l'été, préparez votre bikini body et tout ça. Et du coup, quand je suis en maillot de bain, j'ai toujours l'impression que mon corps est trop ou pas assez. Tandis que Hmm. quand je me suis retrouvée nue, j'ai réalisé que là, je pouvais connecter avec ma nature. Je suis juste une créature. Je suis une créature dans un corps de femme qui est sur cette terre et donc, il y avait quelque chose de beaucoup plus fondamental. Et un autre jour aussi, je suis allée à Esalen donc Esalen, c'est un centre de développement personnel qui est sur la côte californienne, qui est assez connu, qui est au sud de Big Sur. Et je suis allée là-bas, et là-bas, ils ont des bains avec des sources d'eau chaude. Et c'est closing option, enfin, c'est nu, un endroit où tout le monde est nu. Et là, c'était co-ed, donc c'était avec des hommes. Donc là, pour moi, ça a été un cap énorme aussi parce que je me souviens très bien d'être dans les vestiaires. Et donc, j'avais déjà été nue en nature, j'avais déjà eu ces deux autres expériences. Mais là, j'étais dans les vestiaires. Je me dis, là, je vais sortir des vestiaires et je suis nue. Et je suis Hmm. nue et il y a des hommes.
qui vont être nus là. Et je me souviens de ce truc, oui, mais moi, j'ai pas envie d'avoir ce regard, en fait. J'ai pas envie de. Je suis pas venue là pour me dire qu'il faut que je sois cute, ou je sais pas, ou que mes seins tombent pas, ou je sais pas, mais c'est débile hein, ce que je dis, mais c'est vraiment dans le psyche des femmes. Ouais, On reçoit tellement de messages sur comment notre corps est censé ressembler que c'est compliqué. ouais, Et donc, je suis sortie quand même, j'y suis allée et je me suis retrouvée sous la lune. Donc, on est sur la côte, ces bains de sources d'eau chaude sont sur la côte, c'est magnifique. Et je me suis retrouvée avec des hommes et des femmes de tous âges dans ces bains. Et j'ai eu une expérience d'humanité comme j'avais jamais vécu en fait. Parce que en fait, le fait qu'on ait plus de vêtements, il y avait, je sais pas, quelque chose en fait de très puissant où ouais, on était encore moins sexualisé et objectifié quelque part. On était vraiment dans notre humanité. Et on était juste des humains sur cette terre en train d'essayer de comprendre pourquoi on est là, quel est le sens de notre vie et comment est-ce qu'on peut la vivre mieux. Et on était juste sous les étoiles dans cette source d'eau chaude, tous à poil. Et il y avait quelque chose de vraiment beau. Et j'ai découvert là, du coup, que en fait, notre corps, quand il est tellement objectifié, quand il est tellement, il y a tellement d'injonctions de la société dessus, on se coupe de notre humanité. mm, Et donc les femmes avec elles-mêmes et les femmes et les hommes entre eux aussi, quand on est tellement dans des rapports de séduction, dans des rapports de contrôle aussi, hein, aujourd'hui on est tellement dans des rapports de si t'es marié, t'as pas le droit de parler à une autre femme, si t'es, il y a tellement de limites et de contrôle que du coup on s'empêche d'être en lien dans notre ouais, humanité les uns avec les autres. Il y a beaucoup de distance qui se crée entre nous. Et mm. j'ai découvert, voilà, j'ai vécu cette expérience qui m'a montré quelque Ouais, chose de, de la nature de la vie. ouais, merci pour ce partage très très riche. Et du coup, tu voulais embrayer sur la partie sexualité? Voilà, parce qu'on ne peut pas parler de la dimension corporelle. Et notamment, bon, moi, c'est un livre pour les femmes, mais si je l'avais écrit pour les hommes, j'aurais sûrement fait la même chose. Mais je l'ai écrit pour les femmes. On ne peut pas parler de la dimension corporelle sans parler de la sexualité, qui est quand même la dimension du corps. Enfin, c'est une dimension forte du corps. On a été mis sur cette terre avec des organes génitaux et avec des zones érogènes. La femme porte en elle un organe, le clitoris, qui est un organe, qui est le seul organe qui n'a qu'une seule fonction. D'accord? C'est un organe sexuel qui n'a qu'une seule fonction, qui est de nous donner du plaisir et avec des terminaisons nerveuses, un nombre de terminaisons nerveuses absolument extraordinaire. Il faut savoir que la représentation du clitoris de la femme est arrivée dans les magazines, enfin dans les revues médicales, je crois, en 97, 1997, quelque chose comme ça. Ah Oui. oui. Et que avant ça, on ne savait pas ce que c'était que le clitoris. On ne l'avait pas représenté. On savait qu'il y avait un petit bouton, mais on n'avait aucune idée. On n'avait pas fait de recherche. On avait fait de la recherche sur plein d'autres choses, hein, mais ça, il n'y avait eu aucune recherche dessus. Et donc, la représentation du clitoris féminin est quelque chose de très, très récent. Or, c'est un organe qui est une source d'un plaisir absolument extraordinaire, en fait. Et on est équipé avec. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce qu'on a cet organe qui est fait que pour ça? Quelle est sa fonction? Quelle est sa destinée? Et la grande majorité des femmes ne connaissent pas leur sexe. Mm. Littéralement ne connaissent pas leur sexe. Moi, je pense que il n'y a pas si longtemps que ça, mon mari et mon gynéco connaissaient mieux mon sexe que moi. Ouais. D'accord? Moi, je n'avais pas Ouais. de relation avec mon sexe. Je ne connaissais pas mon sexe. Aussi Mm. parce qu'il est plus caché, plus rentré. Et puis, toutes les injonctions que les femmes ont sur leur sexualité. Si tu es sexuel, ben, il y a eu les sorcières qui se sont fait brûler sur le bûcher. Après, il y a les salopes. Après, il y a tu n'es pas respecté. Notre sexe est une zone de danger. On risque de se faire violer, on risque de se faire abuser. Est-ce que les hommes sont avec nous juste pour être dans notre culotte ou est-ce que parce que vraiment ils nous aiment? C'est vraiment une zone qui est compliquée aussi, la zone du Ouais. sexe et de la femme. Mm. Et donc, beaucoup de femmes ne sont pas connectées à leur sexe, ne connaissent pas leur sexe, et de par ce biais-là, ont quelque part délégué ou se sont déchargées de leur sexualité. Et du coup, leur sexualité dépend de leur partenaire. Est-ce qu'elles ont un bon partenaire ou pas un bon partenaire? Et c'est comme si elles espèrent que leur partenaire va réussir à faire un concerto. Elles espèrent vivre un concerto. Quand on vit la sexualité, on espère un concerto. On est malheureusement souvent déçus. On est souvent très déçus, mais on espère un concerto, c'est ça le. Mais nous-mêmes, on ne connaît pas notre instrument. Ouais. D'accord? On a un instrument, c'est comme un magnifique violon qui peut faire de la musique, qui vibre, qui peut vibrer, mais nous, on ne connaît absolument pas notre instrument. Et on espère que peut-être on va tomber sur quelqu'un qui va réussir à jouer notre instrument que nous, on ne connaît même pas. Ouais. Et d'ailleurs, souvent, notre partenaire ne connaît pas son instrument non plus.
Et faut comprendre aussi que la sexualité a vachement changé d'un point de vue de notre société. Parce qu'avant la contraception, sexualité voulait dire conséquence pour le reste de ta vie, potentiellement. Ouais, Donc, cette dimension de l'expression de la sexualité comme une vraie expression d'une facette de notre vie, c'est nouveau à l'échelle de l'évolution de notre société. Donc aujourd'hui, c'est possible grâce à la contraception, mais c'est pas parce que c'est possible qu'on sait comment faire, qu'on sait avoir une vraie sexualité de plaisir, une vraie sexualité d'épanouissement, d'avoir une sexualité qui nous nourrisse vraiment. Aujourd'hui, la situation, c'est que beaucoup de femmes aujourd'hui encore ne sont pas intéressées par le sexe et du coup, elles pensent qu'elles ne sont pas sexuelles. Moi, j'ai l'intime conviction que c'est pas que les femmes ne sont pas sexuelles, c'est que la sexualité qui est proposée par la société aujourd'hui n'est pas une sexualité qui intéresse suffisamment les femmes parce que le rapport effort-résultat, le ratio effort que ça va me demander avec satisfaction que ça va me donner n'est pas assez intéressant. D'accord? Donc, ouais. au moment où je veux m'investir pour avoir du sexe, et ben en fait, comme je pense que ça va me demander plus d'efforts, enfin, un rapport effort-satisfaction pas suffisamment intéressant, ben, je préfère lire un livre ou je préfère faire autre chose, regarder une série télé. Et ça, pour moi, c'est parce que je pense qu'on a énormément à apprendre, hommes et femmes, sur notre sexualité. Et je pense qu'on commence tout juste à gratter le haut du truc. Je pense que la pornographie a joué un rôle important à nous libérer un petit peu, à nous montrer qu'il y avait des positions, qu'il y avait des choses à faire, voilà, qu'on pouvait s'ouvrir un peu sur des possibles et ça nous a aussi peut-être permis d'explorer nos kinks, d'explorer, tiens, qu'est-ce qui m'excite, qu'est-ce qui m'excite pas. Enfin, il y a quelque chose d'intéressant avec ça. Et en même Mhm. temps, ça nous a aussi vraiment enfermés dans une sexualité mécanique, une sexualité de performance et une sexualité qui n'est pas connectée avec l'union des corps, en fait. On est dans quelque chose de mécanique, dans c'est la, c'est le marteau-piqueur en fait qui va provoquer des pics d'orgasme. Or, en fait, il y a une autre forme de sexualité qui est beaucoup plus connectée, qui est beaucoup plus énergétique, qui est beaucoup plus sensuelle, qui, elle, peut vraiment nous amener dans des états de satisfaction profonde et non seulement dans des états de satisfaction profonde, mais moi, de mon expérience, dans des états euh, de connexion avec des dimensions énergétiques profondément nourrissantes, profondément fascinantes, euh, spirituelles. Euh, Moi, j'ai eu des révélations en faisant l'amour. J'ai eu des réponses, des révélations, des guidances, des vérités qui sont arrivées en faisant l'amour. Mhm. Alors, voilà. Donc, moi, dans Fais la paix avec ton sexe, tu seras merveilleux de la justesse de sa guidance, dans cette troisième révélation, j'invite les femmes à réaliser à quel point elles sont coupées de leur sexualité à cause de plein de raisons, de plein de bonnes raisons valables. C'est pas de notre faute si on Ouais, est coupé de nos sexualités. Et en même temps, j'essaye de nous donner envie d'explorer cette dimension et de savoir que ben voilà, certaines d'entre nous, on a été abusés, on a un parcours qui peut être douloureux, il y a peut-être besoin de guérir avant de pouvoir se réjouir. Mais en tout cas, l'idée, c'est de montrer qu'il y a quelque chose d'intéressant là pour nous, qu'il y a quelque Mhm. chose d'intéressant pour nous et que nous sommes des êtres sexuels. Et c'est OK en fait, c'est joyeux. C'est joyeux d'être un être sexuel. Il n'y a pas de honte, il y a de la liberté. On peut être libre, on peut être joyeux, on peut exprimer cette facette de nous. Et moi-même, je suis encore bloquée avec souvent des limites par rapport à ça, en me disant est-ce que je peux être mère et sexuelle? Hein, parce qu'aujourd'hui, dans notre société, la mère ultime, c'est Marie, la mère de Jésus, et elle est vierge quand même. Ouais, Donc, c'est compliqué d'accepter d'être mère et d'être sexuelle. ouais. Et voilà, donc il y a quelque chose là, moi, qui me fascine, qui me passionne, et vraiment un terrain de jeu qui mérite d'être exploité. Et voilà, quand j'accompagne des femmes dans mes coachings et tout ça, on travaille sur toutes ces choses-là. Ouais, c'est important, mais comme tu l'as dit aussi, mais j'aime bien ton approche par rapport au fait, tu parles de pornographie, il y a le côté positif, mais il y a aussi le côté un peu bah, où les ados rentrent à fond là-dedans et quelle image ils ont un petit peu de ce côté performance dont tu parles, où on est un peu loin de la réalité. Il y a aussi, malheureusement, moi je le constate un peu tous les jours dans les échanges que j'ai avec les gens, de ces abus qui sont faits. Et qui sont après, qu'on traîne tant qu'on travaille pas là-dessus, parce que malheureusement c'est aussi une réalité. Euh, est-ce que Donc là, je pense qu'on a un travail énorme à faire sur le consentement.
Mais vraiment d'un point de vue pas juste comme un concept dans la tête, mais vraiment dans une manière de se positionner les uns avec les autres. Et de vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire le consentement dans la vie. Et comment c'est vraiment quelque chose de très, très, très précieux dans notre humanité, d'apprendre, on apprend la politesse aux enfants, Hmm. d'accord? Mais en fait, le consentement, c'est vachement plus important que la politesse. Et sous réserve de politesse, on oblige un enfant à faire la bise à son tonton ou à son machin, alors qu'en fait, il n'a pas envie. Ouais. Et en fait, non, je suis désolée, la politesse, c'est pas plus important, le consentement, c'est plus important. Et c'est pas Hmm. que le consentement sexuel, c'est le consentement de est-ce que c'est un oui pour toi de venir faire ce truc-là avec moi? Est-ce Hmm. que c'est un oui pour toi de faire ce projet? Et puis, nous aussi, d'apprendre, le vrai problème du consentement aujourd'hui, c'est que on ne sait pas reconnaître nos oui et nos non, parce qu'on est dans notre tête, on est dans notre Ouais. raisonnable, on est coupé de notre corps, je vais en parler tout à l'heure, notre corps nous Hmm. dit quand quelque chose n'est pas bon pour nous, et notre corps nous dit quand quelque chose est bon pour nous, sauf qu'on a appris à ne pas écouter. Et donc, moi, j'ai à cœur d'accompagner les femmes, et notamment d'accompagner les femmes à écouter leur non, et qu'elles puissent dire non. Parce qu'une femme, on ne peut pas, un oui d'une femme n'est jamais un oui si on ne l'a pas d'abord entendu dire non. Hmm. Une femme qui ne sait pas, une femme qui dit oui, c'est pas une femme qui dit oui. Une femme qui dit oui, c'est une femme qui sait dire non. Si elle sait pas dire non, elle sait pas dire oui. Son oui n'est pas un vrai oui. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes disent oui à tout Ouais. parce qu'elles savent pas dire non. Et je parle pas que de sexualité. Je parle Ouais, de ouais. sexualité, mais je parle de tout. Hmm. Et ça, c'est passionnant. Et justement, on va faire aujourd'hui, avec mon programme de coaching, on va faire un atelier là-dessus. Donc, justement, c'est Excellent. marrant. On connecte les points par rapport à ça. Excellent. J'ai une avant-dernière question pour toi. Est-ce qu'il y a, parce que quand on t'entend, on sent il y a beaucoup de chemin dans ta vie et tout ça, mais est-ce qu'il y a un désir aujourd'hui que t'as pas encore osé suivre, osé explorer? Ah oui, il y en a plein, heureusement. Heureusement. Donc, la quatrième révélation du livre, c'est tombe bien, ça tombe bien, c'est suis le chemin de tes désirs et réalise que la vie conspire à te soutenir. Ça, c'est la quatrième révélation. Donc, ça, c'est les quatre révélations. On a parlé des quatre. Oui, il y en a plein des désirs que j'ai pas encore réalisés. Heureusement, parce que le désir, c'est le carburant. C'est le carburant de ma vie. C'est parce que je désire des choses que j'avance. C'est très Hmm. compliqué dans notre vie de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Moi, j'ai envie d'avancer dans ma vie, à avoir comme direction qu'est-ce que j'ai envie. Et donc oui, il y a plein d'envies. Là, je suis dans une phase de ma vie passionnante où ma petite dernière va quitter le nid. Et donc, Hmm. il y a un peu une réinvention de qu'est-ce qu'on fait de cette maison. J'ai envie de tourner ma maison en une maison communautaire parce qu'en fait, c'est une maison dans laquelle on a élevé une famille. C'est une maison qui peut contenir beaucoup d'amour et beaucoup de vie. Et en plus, elle est en centre-ville, elle est très bien placée. Donc, on est bien placé au cœur de la vie. Et c'est une maison qui peut contenir beaucoup de vie et beaucoup d'amour. Et du coup, ben, mon prochain désir que je suis en train d'avancer, mais qui n'est pas encore du tout réalisé, c'est de réussir à comprendre comment faire vivre cette maison avec d'autres personnes que mes enfants sous mon toit. Et j'ai plein de croyances aussi parce que j'ai beaucoup été élevée avec cette notion d'indépendance, chacun chez soi, faut garder son indépendance, faut avoir sa maison, son jardin, ses affaires. Et là, j'ai envie, moi, de vivre une expérience de communauté un peu plus collective, un peu différente. Donc ça, c'est un désir. Et avec ce nouveau désir qui n'est pas encore en place non plus, le désir de voyager plus, du coup, comme la maison peut être louée avec des gens, que moi, je puisse partir un mois par-ci, par-là dans le monde, faire des découvertes. J'ai plein de désirs, j'en ai plein. Je pourrais te faire une liste, je pourrais te parler pendant 1 heure de tous mes désirs. C'est vrai. C'est génial. En tout cas, tu le rayonnes bien. Euh, si tu devais résumer aujourd'hui ta mission, je vais le tenter en une seule phrase, mais après, je te laisse le micro et à toi. Si tu devais résumer ta mission aujourd'hui en une seule phrase, ça serait quoi? T'as le droit d'en faire plus qu'une, hein, promis. Bref, Après, ma mission professionnelle aujourd'hui, c'est vraiment d'aider les femmes à être alignées dans ouais. leurs choix, confiance en elles et fières de leur vie, grâce à cet réalignement entre le mental et leur corps. Donc, c'est voilà, alignées dans leurs choix, confiantes en elles, fières de leur vie. Ça, c'est ma mission professionnelle. C'est ce que je fais. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Après, si je le dis plus d'un point de vue émotionnel et un peu plus personnel, j'ai envie de dire, j'ai envie de contribuer à ce que les femmes, parce qu'aujourd'hui je me sens appelée vers les femmes, vraiment à ce que les femmes vivent leur vie en fait, à- soient vivantes, à ce Hmm. que les femmes soient pleinement vivantes euh, sur cette terre.
Parce que je pense que d'abord parce que c'est bon pour elle, et en plus je pense vraiment que c'est bon pour l'humanité. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui est en train de vivre un burn-out généralisé, un burn-out écologique, un burn-out politique, un burn-out au niveau de la santé, et on a besoin de régénération, et j'ai l'intime conviction que cette régénération va venir du féminin. Mm. Et ce féminin peut venir des hommes, hein, on a tous une dimension féminine, mais il y a toute cette dimension, et notamment cette dimension d'être à l'écoute de notre guidance intérieure, d'être à l'écoute de notre sagesse. On a beaucoup écouté notre intelligence, on a beaucoup écouté notre raisonnable dans ces 200, 300 dernières années. Là maintenant, il faut qu'on apprenne à rééquilibrer les choses et vraiment être à l'écoute de notre sagesse, de notre guidance intérieure. Et donc vraiment d'apprendre à avoir ce retour à soi et de connecter à cette puissance intérieure. Je pourrais réouvrir le chapitre encore. Je suis très excitée avec le fait que la AI existe. Beaucoup de gens ont peur de la AI. Moi, j'ai l'intime conviction que la AI va nous déléguer de plein de tâches intellectuelles que la AI va mieux faire que nous. Et du coup, on va pouvoir consacrer notre conscience et notre énergie à justement activer cette sagesse intérieure. Tu parles de l'intelligence artificielle, juste pour Oui, traduire pour ceux qui suivraient oui, pas éventuellement. oui, AI, l'intelligence artificielle. Je pense que Yes, l'intelligence artificielle va nous permettre de déléguer plein de tâches intellectuelles qui ne sont pas des tâches intéressantes, en fait. on est d'accord. Et que du coup, à l'échelle de notre civilisation, on va pouvoir revenir on va pouvoir comprendre qu'on porte en nous une intelligence bien plus profonde, bien plus profonde. Je crois qu'on a des super pouvoirs complètement insoupçonnés. Enfin non, on commence à les soupçonner. Ceux qui Mm. s'intéressent au sujet commencent à réaliser qu'on a des super pouvoirs et qu'il serait temps qu'on les active. Enfin, qu'il serait temps. En tout cas, moi, pour moi, c'est réjouissant de comprendre quels sont ces super pouvoirs et d'apprendre à les activer. Et je pense que en déléguant des choses à à l'intelligence artificielle, on va pouvoir libérer une conscience, un espace intérieur, parce que là, on est tous en burn-out de charge mentale. On va pouvoir voilà, connecter à quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Et cette chose qui est à l'intérieur de nous, elle est dans notre corps. On est sur cette terre pour vivre une vie incarnée. J'aime bien ton approche par rapport à l'intelligence artificielle. C'est rare d'entendre ça. C'est rare d'avoir le mélange de ton discours, de tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui sur cette interview, et en même temps de garder cette ouverture sur l'intelligence artificielle. Mais là aussi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que ça peut nous permettre d'aller, ce que j'appelle moi notre zone d'excellence en fait, et de pas d'effectivement déléguer des choses qui sont délégables et qui nourrissent ni nous ni les autres en fait. Donc ouais, merci pour ce partage. Alors, bien évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas se méfier. Il y a aussi plein de choses qui peuvent partir dans le mauvais sens avec l'intelligence Bien sûr. artificielle, hein. Hmm. Mais il y a aussi, c'est important aussi de savoir que ça peut être quelque chose d'extraordinaire au niveau de l'évolution de notre société. Je crois qu'on va faire des découvertes. Malheureusement, peut-être que je serai morte quand on fera ces découvertes et que je pourrai seulement être témoin de ces découvertes en étant dans l'au-delà. Peut-être Hmm. que je ne serai plus de ce côté-là pour être témoin de ces découvertes. Mais je pense qu'on va faire des découvertes au niveau de qu'est-ce que c'est que cette vie et qu'est-ce qui... on va avoir une élévation de conscience Oui. euh, qui Hmm. va se faire. Je la sens. Ouais. Est-ce qu'elle fera de mon vivant? Je ne sais pas, peut-être pas, mais c'est réjouissant. Et en même temps, il y a plein de problèmes et il y a plein de choses très compliquées dans notre société aujourd'hui qui sont réelles et qui sont concrètes et Hmm. qui sont très très difficiles à vivre et qui méritent aussi d'avoir notre attention. Donc c'est très compliqué. On est dans une période pas simple. En tout C'est cas, clair. ce qui est clair, peut-être qui peut être le mot de la fin, c'est que oui, il y a toutes ces choses qui sont pas simples et qui sont compliquées, mais une chose est sûre, c'est que si on prend pas soin de ça, de soi, personne ne le fera à notre place. Et donc, ce retour à soi, de se mettre en premier, de changer la relation à son corps, de s'offrir le meilleur, d'aller explorer sa sexualité, de réaliser que c'est une source de vitalité, une source de créativité, une source de bien-être, d'oser suivre ses désirs, de se dire c'est pas égoïste ça. Beaucoup de femmes, ce qui les Hmm. empêche, c'est qu'elles ont l'impression que comme tout le monde va mal, comme les autres vont mal, comme il y en a qui vont mal, et ben nous on n'a pas le droit d'être comblés. Or non, Oui. moi c'est pas du tout contradictoire en fait. Et au contraire, plus on est comblé et plus on prend soin de nous, plus on va pouvoir être puissante pour avoir Hmm. un impact sur la société. Tout à fait. Merci pour ce mot de la fin merveilleux, Christine. C'était vraiment une interview que j'ai passé un très très bon moment à écouter. C'est très très riche tout ce que tu as à dire et je pense que on aurait pu rester encore très très longtemps. Tu me l'avais dit en début que tu étais bavarde, mais vraiment c'est très très intéressant. Merci infiniment pour ça. J'ai juste Femme fière, libre et puissante est un livre qui va sortir quand? Je crois qu'il est en prévente dès là maintenant. Donc voilà, Femme fière, libre et puissante est en pré-vente actuellement. Il sort au mois de juin.
2025 aux éditions Erol. Donc, Ok. à partir du mois de juin, du 15 juin, je crois que vous le trouverez sur toutes les tables des librairies. Avant ça, en fonction de quand est-ce que vous écoutez cette interview, vous pouvez le trouver en prévente. Si vous le prenez en prévente, il y a des bonus. Il y a une invitation à une Bien. soirée à Paris. Il y a une soirée virtuelle. Il y a un club de lecture après l'été. Donc, il y a plein de petits bonus pour ceux qui commandent en prévente. Mais je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va être diffusée. Et On puis va le aussi, faire. j'invite les personnes à venir me suivre sur mon Instagram, @Christine Vicky, pour pouvoir échanger et discuter ensemble. Je mettrai tout ça, on mettra tout ça dans les liens de cette vidéo, de ce podcast aussi, puisque les interviews passent aussi en podcast. On mettra tout ce qu'il faut à disposition pour que les gens puissent s'offrir ce merveilleux livre et qu'ils puissent effectivement te suivre. Christine, merci infiniment pour cet échange. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Et Merci Axel, merci à je te- toi. J'ai eu beaucoup de plaisir. Je te disais tout à l'heure, c'était mon première interview, donc c'est chouette je te l'aurai. de sentir la joie que j'ai de partager ce livre que j'ai écrit. Elle est bien vivante cette joie. Merci infiniment, Christine. Merci. À très Au bientôt. revoir. Bye bye.